Sans conteste, nous avons atteint le sommet du désastre en matière de leadership. Ursula von der Leyen, actuelle chef de la Commission européenne. Avec un talent digne des plus fins stratèges de l'ombre, elle réussit à faire danser le spectre de la démocratie sous des projecteurs brillants, mais trompeurs. Une mise en scène si bien huilée qu'elle dupe des foules entières, encore persuadées qu'elles ont voix au chapitre. Nous sommes gouvernés par des dirigeants qui prétendent incarner la démocratie et qui nous contraignent à participer à leurs jeux pervers, à leurs manipulations insidieuses. En réalité, un grand nombre de personnes s'y prêtent avec enthousiasme, aveuglées par des promesses creuses et des discours apaisants. Là, un homme politique français affronte Ursula von der Leyen en direct, sans détour ni complaisance. Ce qui s'est produit fut une déflagration politique retentissante, révélant les fractures profondes et béantes que l'Union européenne a mis des années à dissimuler avec soin sous des couches de rhétorique et de bureaucratie. Lorsqu'enfin quelqu'un ose dire tout haut, avec courage et assurance, ce que des millions murmurent à voix basse au sujet de Bruxelles, la crise de légitimité, l'opacité institutionnelle, un pouvoir que nul n'a choisi, l'illusion même de contrôle chancelle dangereusement, tel un château de cartes prêt à s'effondrer. Et ne vous méprenez pas, ce moment ne fut en rien une simple altercation banale dans une salle quelconque. Il s'agissait d'un véritable coup de tonnerre, signalant que la personnalité la plus influente du continent européen n'est plus intouchable, que son vernis d'invincibilité commence à se craqueler sous les regards du monde entier. Personne n'a jamais voté pour Ursula von der Leyen. Pas un seul électeur. Pourtant, elle fait partie des figures les plus puissantes du continent européen, avec une autorité immense et sans contrepoids, et elle applique certaines des politiques les plus destructrices et dévastatrices que notre continent ait jamais connues, des mesures qui ébranlent les fondements mêmes de nos sociétés. Elle a commencé par le coup que Bruxelles redoute par-dessus tout, celui qui vise le cœur même de leur hypocrisie. L'Union européenne donne l'apparence d'une démocratie, avec ses institutions fastueuses et ses scrutins de façade. Elle résonne comme une démocratie à travers ses discours pompeux sur les prétendues valeurs européennes. Elle se vend comme une démocratie grâce à des campagnes de communication savamment orchestrées. Mais la personne qui la dirige n'a été désignée par aucun des citoyens qu'elle administre. Pas un seul suffrage n'a légitimé son autorité. C'est ce nerf vital qu'elle a sectionné d'un trait net avec une précision chirurgicale. Les peuples européens n'ont jamais élu Ursula von der Leyen, ni par un vote direct, ni par une procédure indirecte réellement décisive. Pourtant, on attend d'eux qu'ils acceptent chaque loi intrusive, chaque paquet législatif oppressant, chaque réglementation étouffante qu'elle impose, comme s'il s'agissait de la parole d'évangile, incontestable et sacrée. Ne vous y trompez pas. Être un dissident aujourd'hui est tout aussi dangereux qu'à l'époque des régimes totalitaires, avec des méthodes plus insidieuses, mais tout aussi efficaces. Et c'est pourquoi la colère se cristallise, se concentre avec une intensité croissante. Les gens ordinaires sont ceux qui règlent les factures exorbitantes, perdent leurs fermes ancestrales, assistent à une explosion incontrôlée de l'immigration et sentent leur ville changer radicalement, leur quartier se transformer en zone de non-droit. Tout cela pendant que la figure la plus puissante d'Europe se dresse sur une plateforme élitiste qu'ils n'ont jamais pu atteindre, qu'ils n'ont jamais eu le droit d'influencer. Appelez cela une procédure institutionnelle si vous le souhaitez, une formalité bureaucratique réservée aux initiés. Mais pour des millions de citoyens frustrés, cela ressemble à un pouvoir imposé d'en haut, sans aucune légitimité populaire. Elle n'a pas seulement attaqué les décisions arbitraires d'Ursula, elle a remis en cause l'intégralité de la structure pyramidale qui place Ursula au-dessus du peuple, intouchable et irresponsable. Et dès lors que cette fondation est publiquement ébranlée, avec force et argument, l'ensemble du système commence à vaciller, laissant apparaître ses failles structurelles. C'est ce qui rend la tyrannie moderne sans doute plus redoutable que ce que l'on découvre dans les livres d'histoire. Elle est plus insidieuse, plus diffuse. Elle n'a pas tourné autour du pot, sans ornement ni détour. Elle a désigné l'Union européenne comme une tyrannie contemporaine, un régime oppressif maquillé.
Et l'assentiment du public est arrivé plus rapidement que Bruxelles ne l'avait anticipé, avec une vague de soutien allant des réseaux sociaux jusqu'aux enquêtes d'opinion. Non pas parce que l'Europe disposerait de goulags ou d'une police secrète apparente, mais parce que le contrôle moderne est devenu plus discret, plus méthodique, plus perfide, grâce à des instruments numériques, juridiques et médiatiques. Les anciens régimes recouraient à la force brute, aux arrestations nocturnes. Celui-ci emploie des discours polis, des slogans ressassés jusqu'à la nausée et un langage euphémisé, apparemment respectable, pour dissimuler la coercition. C'est le même point de fer, simplement enveloppé dans un velours soyeux, sous une façade de bienveillance que notre continent n'a jamais connue. Quelques exemples concrets et accablants. C'est elle qui a introduit le pacte vert, qui paralyse notre économie avec des normes irréalistes. C'est elle qui les impose. Son propos a fait mouche, car il désignait une tactique que chacun reconnaît instinctivement, que les citoyens perçoivent dans leur vie quotidienne. La dissidence n'est plus écrasée violemment par des chars dans les rues. Elle est écrasée à coups d'étiquettes infamantes, de campagnes de diffamation. Extrémistes, désinformation, menaces pour la démocratie, fausses nouvelles. Vous n'êtes pas emprisonné physiquement, vous êtes réduit au silence numérique. Écarté professionnellement, enseveli sous une bureaucratie suffocante et des procédures sans fin. En le disant à voix haute, avec une clarté implacable, elle a arraché le masque d'un système qui punit les gens non pas avec une brutalité ouverte, mais avec une autorité tranquille, persistante, presque invisible. Notre régime utilise de jolis mots, des euphémismes séduisants pour dissimuler ses intentions réelles. Mais ils pervertissent et inversent nos définitions jour après jour. Puis elle a visé la jugulaire, le point central orwellien. L'affirmation que l'Union européenne ne se contente pas de prendre de mauvaises décisions aléatoires, elle réécrit le sens même des mots employés pour les justifier. Elle manipule le langage pour tromper. Elle ne l'a pas édulcoré, pas une seule seconde. Elle a accusé Bruxelles de renverser la réalité, appelant la guerre « paix », la censure, protection nécessaire, les répressions politiques, défense de la démocratie fragile. Ce genre d'accusation fait mouche, car les gens en sont déjà témoins au quotidien dans l'actualité. Chaque crise s'accompagne d'un nouveau slogan percutant. Chaque atteinte aux libertés est justifiée par un prétexte noble et moral. Chaque fiasco politique est emballé dans un discours moralisateur, rendant toute opposition interdite, voire immorale. Pour préserver la paix en Europe, nous devons faire la guerre à la Russie, avec tous les risques que cela implique. Ils affirment que pour protéger la démocratie, nous devons interdire les partis de droite qui dérangent. Ils prétendent que pour préserver la liberté d'expression, ils doivent censurer les informations qui contredisent le récit officiel. Et c'est là que la salle a basculé à nouveau dans une tension palpable. Elle a essentiellement affirmé que l'Union européenne traite le langage comme une arme sophistiquée, non pour informer honnêtement, mais pour hypnotiser les masses. Non pas pour communiquer de façon transparente, mais pour aseptiser les débats. Chaque vérité dérangeante est ensevelie sous un mot plus doux, plus propre, plus acceptable. Pendant ce temps, les citoyens subissent les conséquences dures et tangibles que ces mots étaient censés dissimuler. Factures en envolée vertigineuse, tensions sociales en constante aggravation, incertitude économique permanente. En qualifiant cela d'orwellien, elle n'exagérait nullement les faits. Elle révélait la stratégie profonde, la manipulation du langage. Si les dirigeants contrôlent le vocabulaire, ils maîtrisent le débat public. Et s'ils contrôlent le débat, ils contrôlent les individus, leurs pensées, leurs comportements. C'est précisément ce qui a rendu ce propos si percutant, si incisif. Il a mis à nu l'unique chose que Bruxelles ne peut défendre au grand jour: le fossé abyssal entre ce qu'ils énoncent avec élégance et ce que les citoyens endurent concrètement dans la brutalité du quotidien. À l'image du roman 1984 de George Orwell, la guerre, c'est la paix, la liberté, c'est l'esclavage, l'ignorance, c'est la force, et ainsi de suite. Puis, elle a braqué les projecteurs sur une personne précise, Ursula von der Leyen, et a retiré chaque couche de sucre diplomatique, chaque vernis protecteur. Aucun langage vague ni discours institutionnel abstrait.
Elle a nommé Ursula exactement comme des millions de personnes à travers l'Europe l'aperçoivent. Car non, ce n'est pas un silence réservé à l'intimité des foyers. Le visage visible, le vaisseau principal, l'incarnation vivante d'un système qui paraît élitiste, déconnecté des réalités et intouchable pour le peuple. En une phrase tranchante, elle a transformé toute la bureaucratie opaque de l'Union européenne en une cible humaine unique, incarnée. Et c'est pour cela que le moment a explosé, devenant viral sur les réseaux. Elle a mis en lumière l'incarnation de ce régime en une seule personne, la pire dirigeante de toutes, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Parce que lorsque l'on cesse de parler de Bruxelles comme d'une entité abstraite et que l'on commence à évoquer Ursula personnellement, la discussion cesse d'être théorique et devient charnelle, viscérale. Soudain, les politiques ont un nom propre, les décisions ont un visage reconnaissable et la responsabilité prend une direction précise, désignée du doigt. Et c'est le point de pression qu'elle a enfoncé avec force. Ursula n'est pas simplement une dirigeante anonyme. Elle est, aux yeux de beaucoup, le symbole de tout ce contre quoi les citoyens sentent qu'ils ne peuvent pas voter, qu'ils ne peuvent pas questionner librement et qu'ils ne peuvent pas fuir dans leur quotidien. À cet instant précis, la confrontation a cessé d'être un discours formel. Elle est devenue un défi direct au trône, une contestation frontale du pouvoir. Une fois qu'elle a placé Ursula dans sa ligne de mire, elle a libéré ce que Bruxelles redoutait d'entendre prononcer à voix haute, avec un niveau de détail accablant. Les coups politiques que les gens ressentent chaque jour dans leur chair. Pas de théorie ésotérique, pas de diplomatie feutrée, seulement l'inventaire complet des décisions qui ont fait d'Ursula la figure la plus controversée, la plus honnie de la politique de l'Union européenne. C'est elle qui a introduit le pacte vert, paralysant notre économie par des normes draconiennes. C'est elle qui a mis en œuvre le pacte sur la migration, remplaçant notre population native par des flux incontrôlés. Elle a commencé par le pacte vert, le qualifiant de sabotage économique délibéré. Non pas parce que les gens rejettent l'énergie propre en soi, mais parce que les règles ont été imposées à des agriculteurs exténués, à des routiers surchargés et à des petites entreprises fragiles. Sans véritable période de transition, sans marge de manœuvre réaliste et sans prise en compte des réalités du terrain. Pour beaucoup d'Européens lambda, cela ne ressemblait pas à un plan climatique ambitieux, mais à un étranglement financier systématique, à une asphyxie économique. Puis, elle a attaqué le pacte sur la migration, le présentant comme un accord qui sème le chaos dans les communautés locales, qui bouleverse les équilibres sociaux. Alors que Bruxelles le qualifie de solidarité européenne, elle a visé une peur croissante, bien réelle, celle que les décisions sur les frontières soient prises par des personnes éloignées, qui n'en subissent jamais les conséquences directes, protégées dans leur bulle. Écoles surchargées jusqu'à l'implosion, centres d'hébergement pleins à craquer, villes sous tension permanente, sécurité publique remise en cause au quotidien. Et désormais, elle porte l'attaque encore plus loin contre notre souveraineté nationale en introduisant le programme Rearm Europe, un fonds de défense colossal de 800 milliards d'euros, majoritairement destiné à l'Ukraine, un pays qui n'est pas et ne devrait jamais être membre de l'Union européenne, avec tous les risques que cela implique pour notre stabilité. Ensuite, elle s'en est prise directement au plan de réarmement de 800 milliards, la plus grande montée en puissance militaire de toute l'histoire de l'Union européenne, une escalade sans précédent. Son argument était brutal, implacable. Les gens n'arrivent pas à régler leurs factures mensuelles. Ils peinent à boucler les fins de mois. L'inflation écrase les familles modestes, les pousse dans la précarité. Le marché du logement s'effondre avec des prix devenus inaccessibles. Pourtant, Bruxelles verse une somme inouïe, astronomique, dans des armes et des équipements militaires, tandis que les citoyens serrent la ceinture jusqu'à l'étouffement. L'Union européenne s'arme jusqu'aux dents, se prépare à des conflits, mais au détriment de qui ? Puis, elle a fermé la porte à l'idée que l'Ukraine rejoigne l'Union européenne, la qualifiant entièrement d'imprudente, de folie géopolitique. Bruxelles la présente comme une fatalité, une expansion naturelle. Mais des millions de personnes y voient un danger imminent. Économique, avec des coûts faramineux. Stratégique, avec des alliances risquées. Social, avec des tensions internes.
Et lorsqu'elle a rattaché ses décisions directement à Ursula, avec une précision accusatrice, cela a cessé d'être une critique abstraite. C'est devenu une mise en accusation formelle, un procès public. Non des moindres, quand verrons-nous enfin ces messages dans lesquels elle a conclu un accord de 35 milliards d'euros avec Albert Bourla, le président-directeur général de Pfizer, en toute opacité? Cela campe son arado. Puis, elle a frappé Bruxelles là où cela fait mal, au cœur même de la corruption présumée. Les textos manquants liés à Pfizer, un accord de 35 milliards sans trace visible, sans enregistrement officiel, sans aucun document tangible. Et elle ne l'a pas édulcoré, pas le moins du monde.